Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons ouvrir un énorme colis qui visiblement semble être rempli de trucs concernant l'informatique. Vous voyez que je viens de nettoyer le bureau, hein, c'est... c'est bon, habituellement vous savez je bricole là-dessus, alors du coup il y a des taches de flux, des trucs de ce genre, et visiblement quand c'est pas nettoyé, et ce malgré les petits trous et tout ça qu'il peut y avoir partout, s'il y a quelques poussières dessus, ça a tendance à en affoler quelques-uns dans les commentaires, j'ai toujours trouvé ça drôle. Maintenant vous allez vous battre dans les commentaires parce que ça a pas eu le temps de sécher. Oh mon dieu, c'est pas bien, c'est pas sec, oh, il a pas passé une, je sais pas quoi là, une serpillière, je sais le bureau. Tout d'abord nous avons un lecteur de disquette zip, externe en USB, vous savez l'USB de l'époque, qui a besoin d'une alimentation visiblement, qui se branche sur le côté, très mal indiqué parce que j'avais failli ne pas le voir. A priori il y a de quoi faire passer un fil par le côté ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'intéressant à propos de cette chose là? Alors c'est un lecteur de disquette zip. Pour ceux qui connaissent pas ce qu'est une disquette zip, en réalité c'est un truc qui, comment dire, on pourrait dire que c'est plus ou moins entre le CD et la disquette. En fait c'est une sorte de grosse disquette qui contient énormément par rapport à une disquette normale, c'est-à-dire bon, on va dire aux alentours de 100 fois plus quoi, ce qui est déjà bien pour la plupart. Vous voyez là, d'ailleurs c'est une 100 celle-là, donc c'est aux alentours de 70 fois plus on va dire, si mon calcul est bon. Voilà, qu'une disquette classique, c'était pratique parce que contrairement aux... les clés USB n'existaient pas encore, et contrairement au CD, pas besoin de l'effacer entièrement pour pouvoir ajouter des trucs dessus, et c'est relativement standard. Donc si on regarde dedans, on voit que, bon, visiblement, c'est l'électronique qu'il y a là-dedans a pris un petit peu ses aises, vu que c'est un gros boîtier externe, parce que normalement ça peut loger sur un truc qui fait que la taille, vous voyez, du lecteur de disquette en façade. Alors un truc qui est rigolo, c'est de voir le système d'éjection et le bras qui va dedans pour lire et écrire dedans. Vous savez, c'est un espèce de bras qui rentre par le dessus de la disquette, au lieu de faire comme pour les disquettes classiques. Voilà une disquette classique, et une disquette classique, comme vous voyez, ça ouvre cette petite fenêtre, et il y a vous voyez, une tête de lecture qui vient pincer le disque comme ça, alors que pour une disquette zip, eh bien c'est une ouverture sur le dessus, c'est assez rigolo, il y a le truc qui rentre dedans comme ça. C'est assez amusant. On va regarder s'il y a une disquette qui est donnée avec, parce que ça c'est le genre de truc, j'en ai pas du tout, c'est mon deuxième lecteur disquette zip que vous m'envoyez, et malheureusement je n'ai pas les disquettes pour les essayer avec. Alors ensuite, dans cette petite pochette, nous avons une carte graphique, j'ai eu l'impression de voir. Donc une carte graphique, essayons de déballer ça. Oh là là. Oh, ça a été emballé dans un truc qui est au-delà de Bob Morris Proof, quoi. C'est extrêmement antistatique. Plusieurs couches, les unes dessus des autres. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc une carte graphique, visiblement avec le petit ventilateur. Alors ça c'est un truc, hein, j'ai oublié de vous le dire une autre fois en voyant une autre carte graphique de la même époque. C'est que à l'époque, alors franchement, il y avait beaucoup de constructeurs, même sur des cartes mères, qui avaient l'habitude de mettre un tout petit radiateur de rien du tout, avec presque rien pour refroidir, vous voyez, presque rien, et un ventilateur incrusté au milieu, qui pue du cul ce ventilateur, mais à un point, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, genre au bout de 5 ans, il se met à faire un bruit genre et c'est impossible de remplacer ça. Regardez la forme du ventilateur, c'est pas standard du tout. Alors moi, habituellement, le concept que j'utilise, c'est que j'essaye de visser ou fixer n'importe comment dans le radiateur, et encore c'est très difficile à cause du fait qu'il n'y a aucune prise pour pouvoir faire ça. Un ventilateur classique dessus, ou franchement, non mais il n'y a pas vraiment de solution en fait là-dedans. Donc si le ventilateur est foutu sur celle-là, je sais pas si c'est le cas sur celle-là, mais c'était le cas sur la carte graphique qu'on avait vue la dernière fois, la 6600 GS ou un truc comme ça. Ah, si je me souviens bien, avec 128 MO de mémoire vive incorporée. À l'époque, on faisait des 6600 avec aussi peu de mémoire vive incorporée, étant donné que j'ai vu des 6200 ou des trucs comme ça avec le double de RAM. Et justement, elle m'a impressionné. Cette carte graphique a été bizarre. C'est sûrement un truc OEM, encore une fois, c'est-à-dire ce genre de truc que les constructeurs, genre Packard Bell et tout ça, demandent de faire malgré que ça défie le bon sens aux constructeurs. Elle a bien accumulé la poussière, mais je suppose qu'elle marche encore. Hormis le ventilateur qui lui c'est une plaie, comme je disais. Il y a plein de cartes mères, plein de cartes graphiques, oui, parce qu'autrefois il y avait des cartes mères avec un ventilateur sur le Northbridge, c'était conceptuel, tout ça pour rendre la carte mère très certainement moins... Tiens, c'est marrant, il manque une vis d'ailleurs sur ce ventilateur, donc il a peut-être déjà regardé pour voir s'il pouvait pas mettre autre chose à la place, parce qu'il y a que 2 vis sur 3, vous voyez ici, il y en a une qui manque.
sur les 3, il faut visser à travers le ventilateur, c'est super chiant à faire. Enfin voilà, une petite carte graphique, difficile à dire ce que c'est très certainement du Nvidia. 3D Prophet 3 Ti 500. Ça fait penser à du Nvidia. Là il y a marqué GF quelque chose, donc ça fait penser à du Nvidia. C'est de l'AGP, difficile à dire ce que c'est, mais ça doit être dans les mêmes époques que ce que j'avais dit, c'est-à-dire des séries 6000 ou 5000 ou des trucs de ce genre. Alors ensuite, nous avons cette espèce de truc. Quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant que je l'ai, je me demande comment ça marche. Il y a marqué que c'est un truc pour imprimer les étiquettes sur les CD et les DVD. Très certainement aussi sur les Blu-ray maintenant que j'y pense, étant donné que je pense pas que le fait d'imprimer dessus ait vraiment changé. C'est fait par TDK, je ne savais pas qu'ils faisaient des imprimantes, c'est la première fois que je les vois faire une imprimante, étant donné que c'est une imprimante pour les CD. Il faut sûrement le brancher pour pouvoir ouvrir le tiroir, parce que sinon c'est impossible à ouvrir. Il y a même pas un petit truc pour pouvoir passer une épingle ou je sais pas quoi pour l'ouvrir manuellement, c'est bête. Donc si ça tombe en panne pendant qu'on l'utilise, le CD reste bloqué dedans. En même temps, vous aurez pas perdu grand chose. Habituellement, ce sont les CD vierges ou les CD qu'on vient juste d'imprimer, de graver, qu'on met là-dedans. Donc voilà, vous pouvez en faire un deuxième, hein. C'est pas comme si c'était un CD du commerce, genre vous avez acheté votre DVD, vous le mettez dans un lecteur et oh mince, il est resté coincé, quel dommage. Et faudra voir si j'arrive à trouver une alimentation qui va dedans, parce que ça franchement, vous voyez, c'est une alimentation qui est un petit peu spéciale, hein. La broche du centre extrêmement fat. Ensuite, nous avons un dock de chez HP, parce que je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais à une époque, on faisait des docks pour les disques durs, pour les ordinateurs portables, pour pouvoir les convertir en ordinateurs on va dire un peu plus fixe. Donc vous avez des étiquettes ici, c'est marrant, ça se décolle. Des étiquettes qui vous expliquent comment ça fonctionne. Bon, faut être un petit peu con pour pas avoir compris qu'il suffit de glisser l'ordinateur là-dedans et que voilà, hein, il se clipse dans la grosse prise bien en évidence en dessous. Et donc vous voyez qu'il y a un système là ici pour pouvoir le ressortir, un bouton ici pour l'allumer, pour l'éteindre. Je sais pas si ça allume l'ordinateur ou si ça allume le dock, ça c'est difficile à dire. Et vous voyez en dessous, vous avez de quoi répliquer tous les ports. Comme ça, dès que vous arrivez chez vous, vous mettez votre ordinateur dessus et plac, ça le branche à tout ce que vous avez chez vous pour en faire un ordinateur fixe entre guillemets, avec son écran numéro 2 externe. Là il y a une prise TV, bon pourquoi pas. Et vous avez aussi le son. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Une sortie, je sais pas trop quoi. C'est pas une prise standard ça. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, c'est une prise entrée-sortie quelque chose, il y a marqué, donc voilà. Un port série, un port parallèle, de quoi brancher une vieille imprimante en gros. Le port est un peu abîmé ici, c'est dommage, mais je pense pas avoir d'ordinateur qui soit compatible de toute façon avec ça. Voilà, en tout cas, voilà, c'était sympathique. Très rarement pour les ordinateurs, pour les ordinateurs pour particuliers, quoi. C'est souvent pour les ordinateurs, on va dire, qui coûtent un peu plus cher, les trucs professionnels et tout ça, qui ont l'utilité de ce genre de truc. Tiens, ensuite nous avons un disque dur Serialata 40 Go. Mince, j'aurais dû attendre ce colis pour faire mon truc avec mes... je peux toujours prendre un disque dur 80 Go, le cloner là-dessus, et puis ensuite le remplacer à la volée, pour mon ordinateur avec mon RAID plein de disques durs à la con. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, un disque dur 30 Go. Bon, faut-il encore qu'il marche? Un disque dur 30 Go des tout débuts du Serialata, et ce qui est marrant, c'est que lui, il a fait que la moitié des choses. C'est certains, vous savez, ils ont la prise Molex classique ici pour pouvoir brancher, sur une prise Molex classique le disque dur. Ce que je trouve amusant, c'est qu'ici il y a un cache. Alors je sais pas s'il y a une prise en dessous de ce cache ou si c'est un cache qui mène à rien. Attendez, suspense. Mais non, je crois que en dessous de ce cache, nous avons... Eh oui, c'est ça, nous avons la prise Molex. Donc si vous n'avez pas une alimentation avec une prise Serialata pour brancher le truc, eh bien autrefois, on avait juste besoin d'un câble Serialata, et ensuite on se débrouillait avec ça, quoi. On se disait, tant pis, c'est pas grave, hein. On peut brancher une prise classique, pas besoin d'un adaptateur. Donc s'il marche encore, ça c'est vraiment génial comme petite prise, parce que très franchement, ça a aidé beaucoup, parce que beaucoup d'alimentation avec que des prises Molex, etc. Et pourtant elles étaient toujours aussi bonnes, hein, pas la peine de changer d'alimentation.
Et pour une raison étrange, ils ont changé aussi la prise d'alimentation et pas que la prise des données, alors que c'était pas indispensable. Après coup, la raison était évidente, c'était pour faire en sorte d'avoir la même prise sur les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes, parce que ça permet d'avoir une prise plus fine et tout ça, pouvoir brancher tout ça, parce que une prise Molex dans un ordinateur portable, c'était juste pas possible. Donc s'il marche, eh bien il va rejoindre les autres de 40 gigaoctets dans le fameux ordinateur sympathique à la place d'un des 80. Alors ensuite, nous avons un combi 2 en 1 que je ne connaissais pas, le truc rack IDE qui fait aussi carte son. Non, je déconne, c'est juste que j'ai trouvé la carte son dedans et je me suis dit, ça m'a étonné de voir une carte son coincée dedans, je m'attendais à un disque dur. Justement, l'autre disque dur aurait peut-être pu être mis dedans, histoire de le protéger, ça aurait optimisé l'espace, je ne sais pas. Et donc ensuite, dedans, nous avons une carte son, et dessus il y a marqué Vortex. Je connais pas du tout ce chipset son, je sais pas du tout d'où ça vient. Un truc relativement inconnu au bataillon en tout cas, parce que c'est pas du C-Media, c'est un truc que je ne connais pas. Je sais pas si on trouve encore facilement les pilotes, parce que le C-Media, ça c'est sûr, on le trouve encore, mais sinon le reste, c'est un peu dur à trouver. Ensuite, nous avons des piles rechargeables et des piles Sony non rechargeables en triple A. Bon, bah c'est bien, c'est sympathique, ça va toujours être utile, mais à montrer en vidéo, je ne pense pas que vous vous éclatez énormément en regardant ça, en se disant « Oh mon Dieu, des piles !» Et là, vous avez une ampoule. Alors là, par contre, ça c'est amusant, ça. Ça c'est différent, ça. Alors, si je comprends bien, ça se met dans ces espèces de trucs qui prennent des petites ampoules, a priori c'est des petites ampoules halogènes, si je me rappelle bien, pour ce type d'ampoule, et à la place, ça met un petit circuit avec des LED dessus. Ah, et il y a une grosse résistance aussi à chaque bout, non, que d'un côté, pour réduire le... Ah non, ça doit pas être de l'halogène, qu'est-ce que ça pouvait contenir, ces ampoules? Je sais pas. En tout cas, on voit que ça a été bidouillé de telle manière qu'à l'intérieur, vous avez 6 LED au lieu de peu importe ce qu'il y avait à l'origine à l'intérieur de ce type d'ampoule. Ensuite, nous avons encore une fois, un téléphone Samsung, difficile à dire ce que c'est. Ok, donc à vue de nez, je dirais que c'est un S4 mini, parce qu'il ressemble au niveau de la façon dont il est foutu, et il est plus petit, donc a priori c'est un S4 mini, et encore une fois, en regardant par la transparence de la vitre toute pétée, on voit que l'AMOLED est pété lui avec, parce qu'on voit des rayures en fait, enfin comment dire, pas des rayures, des cassures quoi, mais qui ne sont pas dans le verre. Si on gratte le verre comme ça, on se rend compte que les cassures n'existent pas à cet endroit-là par exemple. Je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, parce que vous voyez, il y a une rangée de cassures qui sont de l'autre côté, donc visiblement ça a cassé l'écran AMOLED en dessous. Donc tant pis, ce truc là est totalement irréparable, sauf si l'un d'entre vous a un téléphone avec un écran qui serait encore fonctionnel à me passer, parce que ça coûte vraiment trop cher à réparer sinon. Quand je dis un écran fonctionnel, je parle pas d'un écran qui serait pas pété ou je sais pas quoi, je parle d'un écran qui affiche quelque chose tout bêtement, même si la vitre est complètement fracturée de partout, c'est pas grave du moment que la molette fonctionne. Donc il y a les petites vis qui vont avec, c'est sympathique. Alors ces racks là, j'avais fait une vidéo dessus il y a déjà très longtemps. C'est des gros racks pour disque dur IDE Parallel ATA. Vous voyez la prise Parallel ATA, putain, qui est complètement bousillée d'ailleurs, je viens de voir ça. Et ces racks là sont relativement foireux parce que ils font ventiler énormément. Regarde, il y a un tout petit ventilateur ici, minuscule, qui a la charge de réussir à ventiler le disque dur qui est là-dedans. Et vous inquiétez pas, ça ne suffit pas du tout. Pour information, ce ventilateur, même à fond, et même quand il marche bien, va faire en sorte que le disque dur suffoque littéralement là-dedans et va surchauffer un max. C'est vraiment très mauvais ça. D'ailleurs, regardez à quel point c'est bien foutu. Vous avez des petits trous ici, et vous avez le ventilateur là. Le ventilateur va aspirer l'air dans ce sens-là, et bien entendu, au lieu de l'aspirer, il va la grille qui est devant, il va prendre l'air ici et ici, avant même d'avoir refroidi le disque dur, surtout ici, parce que c'est là où ça va bien entendu avoir le moins de résistance au passage. Donc ça, c'est vraiment
stupidement con d'avoir mis cette grille ici. C'est comme les gens qui percent leur PlayStation 3 pour faire en sorte qu'elle soit mieux refroidie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez faire en sorte que certes le processeur sera mieux refroidi, mais tout le reste sera moins bien refroidi parce que c'est sur le parcours de l'air en fait. Et si vous faites des trous juste à côté du ventilateur, bien entendu, la seule chose que ça va refroidir, c'est le plastique à cet endroit-là. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça c'est le genre de rack complètement nul à chier qui existait à une époque. Et bon, franchement, je sais même pas pourquoi ils ont inventé ces trucs-là, parce que vraiment, c'est un grille disque dur, ce truc-là. Bon, celui-là a quand même l'avantage d'être complètement ouvert sur le dessus, bon... C'est un avantage et un inconvénient aussi, parce que si on en met deux l'un sur l'autre, c'est un inconvénient, ça sert à rien, parce que, encore une fois, l'air, le peu d'air qui sera pas passé par ici, va passer par là et va, pouf, encore une fois éviter le disque dur une nouvelle fois. Ah oui, il manque un truc par contre. Il manque la petite plaque en ferraille qui se met par-dessus, a priori, sauf si celui-là en a pas, je ne sais pas. Parce que normalement, en plus, le pire avec ça, parce que comme si ça suffisait pas déjà assez, eh bien, le truc était enfermé dans son rack. Alors que ça sert à rien d'enfermer le truc dans le rack, à part à le faire suffoquer encore plus. Enfin bref, moi j'en ai un qui est encore pire que ça, donc c'est vous dire jusqu'où ça peut aller en termes de médiocrité. Alors ensuite, nous avons... quelques câbles Serialata, une très bonne chose parce que je commençais à en manquer après mon fameux ordinateur rempli de câbles Serialata. Ensuite nous avons deux lecteurs DVD, graveurs DVD visiblement. Oui, 2 graveurs DVD. Alors je sais pas s'ils marchent parce que la façade a été récupérée, ce qui signifierait peut-être que ce sont des lecteurs qui ont très certainement été remplacés d'un ordinateur portable, récupérer la façade, le mettre sur un autre lecteur tout bêtement, et hop, voilà. S'il marche encore ou si c'est réparable, ça me fera un lecteur graveur DVD externe, parce que le truc c'est que j'ai un boîtier pour graveur externe qui utilise ce genre de port, et malheureusement le lecteur qui est dedans est mort et irréparable, donc j'arriverai peut-être à le faire refonctionner. Et j'ai aussi un ordinateur portable qui a besoin d'un truc comme ça. Et ensuite, un lecteur de disquette, vous voyez que bon, lui, il a pas tellement aimé le transport. Bon, c'est réparable, encore une fois, il suffit de détordre la prise. Avec tous les lecteurs de disquette qu'on m'envoie, je vais finir par faire un instrument de musique, parce que voilà, c'est une façon de les recycler quand on sait pas quoi en faire. Donc 3 câbles Serialata qui ont l'air tout à fait honnêtes en plus en termes de qualité. Donc très bien, ça va m'être utile ça. Et un appareil photo numérique qui utilise une batterie ou des piles. Ah, qui utilise une batterie, malheureusement j'ai rien pour. Je ne sais pas s'il marche, je suppose que non, parce que je vois pas pourquoi on me l'aurait envoyé sinon. La plupart du temps, ce qu'on m'envoie ne marche pas, a besoin d'un peu de réparation ou est complètement irréparable. Donc voilà, et tac, oui, voilà, un petit Coolpix, combien il fait, 8 mégapixels est marqué dessus. Oh, ça veut pas dire grand chose, étant donné que ça, tous les téléphones, tous les appareils photo, et même certains téléphones d'ailleurs, sont 8 mégapixels avec des qualités vraiment variables, hein. Ensuite, qui traînait dans le fond du carton, j'ai trouvé ceci, un bout de clé USB visiblement, hein, de toute évidence, où il manque la prise. C'est tout rouillé, donc je sais pas si ça a été trouvé dans une poubelle ou je sais pas quoi. En tout cas, un bout de clé USB, est-ce réparable? Je ne sais pas, nous avons un contrôleur Fison dessus, ouais, d'accord. Voilà, une vis pour disque dur. Et ce grand mystère, des espèces d'écrous là qui ont l'air extrêmement solides, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça sent le truc spécifique absolument hors contexte, parce que là impossible à savoir à quoi ça sert en ce moment. Et une prise, vous savez, une sorte de jack comme on faisait autrefois, ou comme on fait toujours avec les instruments de musique, avec de quoi mettre une pile ou une batterie ici. Donc une pile en l'occurrence, voilà, une pile alcaline, une pile alcaline budget. Vous avez un euro avec un sourire dessus, ok, et aucune marque. Littéralement rien. Oh putain. Bon, je mets ça là. Et je sais pas à quoi ça sert. Du tout. Je dirais que c'est un récepteur. Après, oui, c'est bien ça. Oui, c'était à moitié effacé, mais en fait, si on regarde bien, c'est ce qui a marqué dessus. Donc, doit y avoir un truc qui va avec de l'autre côté. Justement, je crois que j'ai trouvé. Ensuite, nous avons un Lumix
Alors ensuite, nous avons ce truc de chez M-Tech. Tiens, d'ailleurs, ça fait un arc-en-ciel quand on le regarde. Oh, ça c'est génial, ça. C'est génial parce que ça me rappelle les vieilles cassettes vidéo BASF M-Tech. Donc, oui, ça s'appelle le Movie Cube, il y a marqué dessus. Et il y a un truc qui bouge dedans. Je suppose encore une fois que c'est un truc qui marche pas. Hein. Et bah voilà, je sais pas du tout exactement à quoi ça sert. Je suppose que c'est un lecteur DivX ou je sais pas quoi pour la télé. Il y a pas l'air d'avoir de disque dur dedans, même si qui sait, peut-être qu'il y en a eu un à une époque, parce que ça pourrait être peut-être un truc. Bon, en tout cas, c'est relativement récent. Il y a un HDMI dessus, il y a l'YQV, etc. Donc, ce sera amusant de voir si ça marche. Ensuite, j'ai trouvé cet écran bizarre. Alors je suppose que c'est un écran de tablette chinoise, un truc comme ça, là, extrêmement épais d'ailleurs, soit dit en passant. Et en dessous, j'ai trouvé 2 autres tablettes. Une tablette de chez MP-Man. Oh là là, MP-Man. Alors quelqu'un m'a dit que MP-Man c'était l'inventeur du lecteur MP3, alors qu'il fallait pas trop se moquer et tout, patati patata. Ouais, mais on peut peut-être être l'inventeur du MP3 et voilà, faire des produits de merde, quoi. Je veux dire... Surtout que MP-Man, faut savoir un truc, c'est que à l'origine, si l'iPod a eu autant de succès, c'est parce que les premiers lecteurs MP3, c'était justement de la grosse merde. Donc voilà, en gros, ils ont pris une bonne idée et ils en ont fait quelque chose de vraiment bien, parce que visiblement, MP-Man, ainsi que les autres constructeurs, n'étaient pas capables d'en faire quelque chose de correct, quoi, en termes d'ergonomie notamment. Comment on fait pour réussir à atteindre... Ah oui, d'accord. Voilà, donc une tablette avec l'écran pété, encore une fois, c'est une épidémie. Par contre, peut-être que le digitizer marche plus, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être que l'écran lui-même, le LCD marche encore, parce que j'ai pas l'impression que ça ait traversé. Donc bon, bah voilà, hein, encore une fois, oh bah ça c'est bien de l'avoir directement imprimé sur l'écran, quoi, enfin sur l'écran, sur le plastique, quoi. Ça c'est génial, ça. Donc voilà, bon, une petite tablette comme il en a existé des milliards, des trucs no-name tout pourris, et ensuite une autre qui a l'air encore plus pourrie, où il y a marqué dessus Oregon Scientifique. What? Qu'est-ce que ça a, quel rapport? On dirait vraiment une tablette no-name toute moisie. Oi. Bon, un de ces jours, faudra que je fasse des vidéos festival de la tablette pourrie, parce que je commence à en avoir quelques-unes, là. Alors, ce ne sont pas des tablettes, il y en a 2 identiques, un qui est emballé et l'autre qui ne l'est pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est, un truc de domotique ou je sais pas quoi. PLV 3P Design, un visiophone ou je sais pas, aucune idée de ce que c'est. Tiens, il y a de quoi mettre une carte SD, un GPS peut-être, absolument aucune idée. Oh là, alors là je crois qu'on a trouvé le mieux de tout le colis. Nous avons un enregistreur, un caméscope, bordel de merde. Oui, c'est un magnétoscope avec une caméra dedans, hein, c'est pour ça que ça s'appelle caméscope. Ah tiens, il y a la bonnette du micro qui s'est fait la malle. Je regarde si ça tient encore comme il faut. Ouais, ça a l'air d'aller. Je sais pas si le micro a été toasté, mais bon, on verra bien. Donc un magnétoscope JVC, un caméscope JVC, à cassette VHS compact, c'est pour ça que j'arrête pas de me louper. Donc pour l'ouvrir, je suppose qu'il faut appuyer sur le bouton quand c'est allumé, et ça, il y a tout un mécanisme motorisé pour sortir la cassette, comme d'habitude avec ces trucs-là. Alors ça, si ça marche encore, ah oui, avec le truc de visée là qui se déplie comme ça. Il n'y avait pas d'écran bien sûr à cette époque-là. Non, pas du tout, hein, bien sûr. Tac. Oh là là, bah, alors ça franchement. Et je crois avoir vu la batterie aussi dans le reste du colis. Alors j'ai trouvé la télécommande, le chargeur, le truc pour le faire fonctionner sur secteur, ainsi qu'une batterie de chez Duracell. Duracell faisait des batteries de rechange et rechargeables d'ailleurs, pour les trucs de genre, du NIMH, tiens, bah, je savais pas qu'ils faisaient des trucs comme ça, donc je sais pas si ça marche encore, mais en tout cas, ça serait marrant d'essayer ça. Le truc ensuite, c'est pour faire l'export, c'est-à-dire pour le faire fonctionner ensuite sur mon logiciel de montage et tout ça, vu que c'est de l'analogique et tout ça, etc. Enfin bon, c'est complètement dépassé. Il va falloir que je fasse l'acquisition sur un enregistreur DVD ou un truc de ce genre, et ensuite que je le récupère sur l'ordi, enfin... Ah, je viens de trouver comment on fait pour enlever cette partie de l'objectif. Alors c'est un grand angle ou un truc comme ça qui se met dessus. Voilà, parce qu'il était mal mis. Donc voilà. Donc il y a un petit bouton, on le déclipse ensuite. Génial. C'est en effet une focale différente.
peut-être un grand angle comme je le disais. Il y a un bouton pour le focus automatique et le focus manuel, il y a une bague de focus, putain ça se déboîte tout seul ce truc. Ensuite contrôle de l'exposition, plus, moins, ok d'accord, oui. Ah oui, c'est un réglage... C'est un réglage permanent, quoi. C'est pas un truc où on tire dans un sens, ça l'augmente, etc. de manière logicielle et tout. Non, c'est vraiment... Ah ouais, c'est excellent, ça. Alors ça ressemble à une sorte de petit flash. Ouais, c'est ça, c'est une lampe relativement douce, d'ailleurs, pour éclairer ce que l'on filme. Là, il y a le micro, bien sûr, que comme on l'avait vu avant, où il manque la bonnette, elle a dû se désintégrer avec le temps, hein, c'est normal, c'est très vieux. Là, il y a de quoi mettre autre chose dessus. Ça s'est déformé, tiens. Ah non, c'est un ressort. Donc, ok, c'est pour mettre là, par contre, un vrai gros flash, a priori. Enfin, je suppose, en tout cas. Ou ça peut servir aussi à monter un micro dessus, parce que je vois qu'il n'y a aucune broche dessus. Donc, vu qu'il n'y a aucune broche dessus, ça doit être juste pour clipser un truc dessus. Et ensuite, il doit y avoir une prise... Oh, je sais pas une prise quoi, mais il doit y avoir une prise jack quelque part. Oui, voilà, une prise pour mettre un micro, la télécommande, une sortie AV ici. Alors j'espère que j'ai le câble qui va avec pour pouvoir récupérer la vidéo après l'avoir fait. Tiens, là c'est marrant de la façon que c'est fait, on dirait que ça peut être déboîté. Alors visiblement la personne qui m'a envoyé ça, si vous l'avez pas déjà deviné, a l'air d'être très dans l'image et dans le son. D'ailleurs j'ai trouvé le câble AV du caméscope, donc il me faut juste une mini VHS parce que je n'ai pas ça. Pour information, j'ai le vieux caméscope que j'avais autrefois dans ma famille. Attendez, j'ai peut-être encore une de ces cassettes. Ah oui, j'en ai une. Oh, vous avez de la chance les gars, vous en avez une grosse choune là. Regardez, voilà le type de cassette. Putain, elle est tellement poussiéreuse. Voilà le type de cassette qu'utilise mon vieux caméscope, c'est du Vidéo 8, non pas du Super 8, hein, ça n'a absolument aucun rapport, hein. C'est du Vidéo 8, des toutes petites cassettes qui ressemblent un peu à des VHS, voilà, bon bref, voilà, c'était le format de ces Sony ça, et bon, qui a été utilisé très certainement par d'autres, mais c'est Sony qui a inventé ça, et le compact VHS, les petites VHS, etc., c'était plus pratique à utiliser, c'est pour ça que ça c'est devenu un peu plus... comment dire, un peu plus démocratisé, quoi. Il y a beaucoup plus de gens qui ont utilisé ce type de format. Eh bien, purée, c'est encore tordu ici. Donc ça doit être encore un truc qui marche pas, hein, qui est tombé dans l'eau, peu importe, et puis il faut le réparer si c'est réparable. J'ai pas de batterie très certainement là-dedans, d'ailleurs je peux pas l'ouvrir étant donné que c'est assemblé pas comme il faut a priori, donc c'est... Ah non, c'est que ça s'ouvre comme ça. Il faut tirer dans l'autre sens, je m'attendais à ça, mais j'ai pas la batterie. Donc tant pis, on pourra pas voir si ça marche. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, il va juste me falloir une micro VHS, là, une mini VHS, histoire de pouvoir filmer un truc comme ça. J'adorerais essayer de faire un truc rétro pour voir si ça marche encore. Un autre lecteur DVD, de chez NEC, là, cette fois-ci, Sony NEC Optiarc. J'ai jamais compris pourquoi il fallait toujours plusieurs marques pour faire un lecteur DVD, un lecteur CD ou des trucs comme ça. Vous avez très certainement remarqué ça jusque-là, mais... aucun lecteur DVD que j'ai sorti depuis toujours, notamment sur la vidéo de la Xbox 360, vous avez très certainement remarqué qu'ils s'y mettaient toujours à deux marques pour faire un lecteur. C'est toujours du style Hitachi LG, c'était quoi d'autre aussi, il y avait Samsung Toshiba, enfin tout ça, Philips, BenQ, ce genre de trucs, enfin bon voilà. Donc alors celui-là j'en ai une Zoran. Alors ça c'est un chipset qui était très bien pour la capture vidéo analogique à une époque. Vous voyez qu'il a une entrée et une sortie, comme ça on peut faire rentrer la vidéo d'un côté et non c'est plutôt rentrer la vidéo de ce côté et ressortir de l'autre pour pouvoir avoir un écran témoin de l'autre côté, etc. Faire comme si voilà c'était pas c'était pas branché à quoi que ce soit. Donc ces trucs là étaient vraiment pas mal à une époque. J'en avais une aussi pour faire la capture vidéo de vieilles consoles de jeux par exemple. Eh bien voilà, alors ça c'est à peu près la même chose. Sauf que ça c'est un truc avec Tuner TV, c'est-à-dire que ça fait la capture bien sûr, mais ça fait aussi bien entendu la télévision analogique. Alors analogique bien entendu, pas la TNT, hein, c'est trop vieux pour ça. Et nous avons un chipset Samsung dessus, ce qui veut dire que c'est assez difficile de trouver les pilotes pour ça. C'est pareil pour la Zoran, hein, bien sûr. Ce truc-là, par contre, je ne connais pas. Si je comprends bien, nous avons besoin d'adaptateurs dessus qui se vissent dessus pour avoir ensuite un type de prise différent, analogique, digital. Donc digital en anglais, ça veut dire numérique en français, hein. Ne pas confondre avec digital en français qui veut dire tactile, ou au niveau des doigts ou des trucs de ce genre. Donc bref, ils ont collé une étiquette par-dessus le composant. Ça c'est
Je déteste quand les constructeurs font ça parce que visiblement ils font ça pour cacher le fait que c'est pas eux l'inventeur de cette technologie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le décolle? Bon allez, on va le décoller. Oh non, on va pas le décoller parce que c'est des trucs assez rares en plus. Tiens, ensuite nous avons un KVM switch. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un KVM switch, vous branchez un écran, un clavier, une souris, et de l'autre côté vous branchez ça à 2 ordinateurs ou 2 écrans, enfin oui, habituellement c'est 2 ordinateurs. Vous branchez une prise USB par ordinateur et un port VGA par ordinateur, et ensuite en faisant une combinaison de boutons ou avec un bouton qui se trouve directement dessus, ce qui ne semble pas être le cas pour celui-là, donc ça doit être une combinaison de boutons sur le clavier. Ah non! En fait, la LED est aussi un bouton cette fois-ci sur celui-là. Donc en appuyant sur ce bouton, ça fait passer d'un ordinateur à l'autre. Et comme ça, vous pouvez contrôler 2 ordinateurs avec le même clavier, la même souris, etc. Enfin bref, vous êtes sur un ordinateur, vous faites quelque chose sur l'ordinateur, ensuite vous cliquez là-dessus, vous passez sur l'autre. Moi, ça m'est pas très utile parce qu'on peut faire ça avec le réseau sous Linux, hein, sans aucun problème. Pas besoin d'utiliser un truc hardware pour faire ça. Mais j'en ai un sur un de mes ordinateurs où en gros, que je teste des cartes mères ou des trucs comme ça sur ce bureau-là. Et en fin de compte, ce que je fais, c'est que quand je teste un truc, j'ai juste à passer sur l'autre. Et donc bah voilà, comme ça me permet de ne pas avoir à brancher, à chaque fois débrancher l'écran, etc. Aller chercher les prises derrière, ce genre de truc. C'est plus rapide quoi. C'est juste, c'est un ustensile de commodité, on va dire. Alors ensuite nous avons un micro tout pété, j'ai cru voir de chez Philips. Oui c'est ça, de chez Philips. Là c'est complètement écrabouillé. Ensuite alors à cet endroit-là, il y a la partie en filetage qui permet de visser qui s'est pété, et le plastique aussi s'est pété. Donc voilà, c'était pas très solide visiblement le métal qu'ils ont mis là-dedans. Je sais pas si la qualité du micro est bonne. Ensuite nous avons une prise jack standard pour le branchement, donc voilà, bon ça pourra peut-être m'être utile. Faudra que je vois ce que ça donne au niveau du son, s'il marche encore. Alors ça me fait penser à une blague, mais quelqu'un m'a envoyé une Livebox, la partie télé de la Livebox. Je comprends pas. C'est sûrement pour aller avec la télécommande que j'ai reçue l'autre fois, je suppose. Donc ça me servira jamais à rien, je suis chez Free, donc je suppose qu'elle est même pas détectée par le réseau ou je sais pas quoi. De toute façon, oui, d'accord, il faut la brancher à l'autre partie de la Livebox pour que ça marche. Ensuite, ici, il y a quoi? Oh tiens, ah, c'est une prise pour un disque dur interchangeable là-dedans. Ça m'étonne qu'ils aient laissé la possibilité de pouvoir le changer. Donc voilà, pourquoi pas, ça prend beaucoup de place, on la voit pas. Ensuite, nous avons cette espèce d'antenne avec des prises derrière. Alors, je ne sais pas si c'est fait pour être utilisé avec du Wi-Fi, mais ça pourrait peut-être fonctionner avec, je ne sais pas. Ensuite, la traditionnelle souris pourrie, ça c'est vraiment une grande tradition du colis de fan, j'ai l'impression. Là, nous avons un téléphone HS, ça aussi, ça commence à être une tradition. Nous avons une clé USB, ça par contre c'est assez rare, une clé USB de seulement 256 mégaoctets, mais ça peut être très utile pour avoir par exemple une clé USB pour une fonction en particulier, genre par exemple quand on a plein de vieilles clés USB, ce qu'on s'amuse à faire, enfin moi ce que je m'amuse à faire, c'est d'en faire des clés USB bootables, genre par exemple une qui contient Ultimate boot CD en version USB, ou une qui contient Super Group Disk, une qui contient qu'est-ce que ça pouvait contenir d'autre, mince, qu'est-ce que c'était déjà? Oui, j'en ai une bootable pour DOS, etc. pour certains utilitaires qui ont besoin de DOS, comme très souvent, il y a beaucoup d'utilitaires qui fonctionnent que sur DOS, comme les flashs de BIOS, des trucs comme ça. Donc ça peut être très utile pour recycler toutes ces clés USB entre 64 et on va dire 256 mégaoctets, voire 512, 1 gigaoctet, même parfois ça peut devenir un peu juste de nos jours. Eh bien, utilisons-les à bon escient pour ce genre de truc. Donc, malheureusement, j'ai pas les adaptateurs pour ce genre de prise, pour les transformer ensuite en ce dont on a besoin, a priori. Je sais pas du tout comment ça marche. Alors, aucune idée de ce que c'est exactement. Moi, comme je le disais, je parierais sur un système de capture vidéo analogique numérique avec des prises spéciales, on vise dessus et ensuite on a les vraies prises à l'autre bout juste parce que ça prend trop de place ici. Mais il est possible que ce soit autre chose, parce que je vois DSP, ça peut peut-être plutôt avoir un rapport avec le son. Je n'en sais rien. Donc je vais taper cette référence quelque part sur Google et puis on va voir ce que ça nous donne. On va voir à quoi ça correspond. En tout cas, vu que c'était à côté des autres cartes pour l'acquisition analogique, je suis peut-être parti un peu vite dans cette direction, mais on va voir.
Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'une carte son, en réalité. Donc ensuite, nous avons un petit fusible qui est donné dans une petite pochette, c'est pratique, c'est bien. Nous avons un petit lecteur MP3, justement, de chez MP-Man, avec un truc, visiblement, qui est coincé dans le slow pile qui a peut-être gonflé, parce que ça... Non, même pas, c'est juste que le slow pile est complètement foireux. En termes de qualité, regardez à quel point c'est bombé et tout. Sinon, la pile, elle a l'air d'aller. Elle n'a pas gonflé, en fait. Donc, c'est pas pour ça que c'est complètement gondolé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une toute petite fente pour mettre une carte qui a l'air microscopiquement fine? Aucune idée. Donc, bon, je ne connais pas ce truc. MP3 Player System, machin chose. Ça devait être un format de stockage extrêmement fin. Je ne connais pas. Ensuite, nous avons un GPS de chez Medion, j'ai l'impression. Oui, il y en a peut-être même plusieurs, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième ici. Navman, il y a marqué dessus. Ah bon, c'est pas le même. Et de l'autre côté, il y a marqué, il y a donc un CD Medion Gopal, Morpol, POI. Bon, les sons, et donc nous avons la notice aussi qui est là ici, blabla, et oui, voilà, bon, il y a très certainement, alors dans la boîte, je vous les ai pas montrés, mais il y a des supports pour mettre sur le pare-brise ou je ne sais pas quoi, donc je suppose que c'est pour ça. Oh mon dieu, vous savez quoi? J'étais en train de l'allumer, en train de me dire, ouais, comme d'habitude, la batterie est complètement vide, voilà, mais non, il s'est allumé contre toute attente. Donc, visiblement, la batterie tient longtemps. Pour une fois qu'un truc a une batterie qui arrive à ne pas se décharger toute seule, je suis bien content. Et puis l'écran tactile est bon en plus. Vous savez quoi? C'est peut-être pas un si mauvais GPS, hein. Je ne sais pas du tout s'il marche, par contre, comme il se doit. Peut-être qu'il a un problème d'antenne ou un truc du genre, hein, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, il fonctionne. Et bon, il faut peut-être l'installer, mettre à jour les maps, les cartes, ou mettre une carte SD obligatoire pour stocker les cartes ou je sais pas quoi. Donc aucune idée, en tout cas je vais le rééteindre. Et puis voilà, hein, en tout cas très très bien ça. Ça me servira pas, j'ai pas de voiture. Et avoir ça en vélo, c'est pas terrible là non plus. Donc Nokia, un téléphone Nokia avec quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la moitié de du cache pour la prise, mais pas la partie en plastique par-dessus. Bon, d'accord. J'avais eu du mal à reconnaître ça. Des prises propriétaires dans tous les sens, bien entendu. C'est génial, hein. Youpi. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons ça. Oh Et vous savez quoi? Ça, c'est un truc... y en avait qui existaient avec des toutes petites cassettes minuscules, et bon, c'est encore pire bien entendu que d'en avoir un numérique, parce que c'est une petite cassette minuscule, le mécanisme est extrêmement fragile et tout, et ça coûtait une fortune. Quand c'est passé au numérique, ces trucs-là, d'un coup le prix a beaucoup baissé, et même j'ai même envie de dire d'un coup ça a complètement disparu. Dès que le prix a baissé, pouf, plus personne en voulait. Donc oui, parce que de toute façon on pouvait utiliser n'importe quoi pour faire ça. Il y a eu par exemple des lecteurs MP3 qui faisaient enregistreur un petit peu après, à peine plus tard. Celui-là, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai reçu presque le même en rouge il y a très peu de temps. Oh, peut-être pas exactement le même. Ah, ça vient de dégringoler, c'est génial. Bon, c'est pas tombé de haut, hein. Et donc ensuite un autre Samsung. Voilà, aussi. Ils aimaient bien les Samsung avec glissière à une époque, ils sont bien vendus. Ensuite le deuxième truc. Ouais, il est pas exactement identique. On va le mettre en on, juste pour voir si lui aussi il a réussi à garder de la batterie. Et visiblement non, celui-là, non. Pas de batterie, pas de batterie pour celui-là. Donc tant pis. Au moins chez Medion, ils savent faire en sorte que quand on coupe la batterie, la batterie se décharge pas toute seule. Ça, c'est déjà un bon truc. Et dernier truc dans le colis avant qu'on revienne sur notre fameux graveur, je sais pas ce que c'est qu'il y a là-dedans. Un petit quelque chose pour nettoyer, un câble AV. Ok, et ensuite nous avons très certainement une caméra ou un appareil photo numérique assez ancien a priori, vu l'état de la guenille. Ça veut dire que si une guenille a le temps de vieillir, c'est que vraiment l'engin doit avoir au moins 10 ans. Hein. Donc hop, un Cybershot. Ouais, c'est le deuxième Sony assez ancien que l'on me passe. Toujours chiant à enlever ces trucs-là.
Voilà, tac. C'est toujours chiant parce que quand on tient ces tout petits trucs qui glissent en plus, et ben le truc se met à se barrer dans tous les sens. Toujours peur de faire des dégâts avec, même si a priori il se passe jamais rien de grave. C'est peut-être d'ailleurs dans un type de plastique qui est fait pour ne pas rayer la vitre, disons. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, regardez le tout petit écran, oh là 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 là. Heureusement qu'il y a de quoi regarder directement comme ça, parce que sinon, très franchement, ce serait difficile de viser avec ça, en fait, hein, avec le tout petit écran microscopique. Est-ce qu'il y a marqué le nombre de pouces de l'écran qu'on rigole? Parce que à mon avis, il devait pas en parler beaucoup, hein, dans les brochures publicitaires de la taille de l'écran, parce que ça, je sais pas quelle taille c'est, mais c'est 1,8 pouce ou un truc comme ça, je sais pas, c'est que dalle. Donc, bref. Les boutons sont de qualité, en tout cas, hein, à l'époque, ils savaient faire de la qualité pour ce genre de truc. Donc, ensuite, comment on ouvre le truc? C'est toujours difficile de comprendre dans quel sens il faut tirer. Ah, disons, mais c'est génial ça, et oh, c'est les mêmes batteries que ce que j'ai sur une autre. Et a priori, on peut mettre des piles. Oh, regardez-moi ça, c'est génial. Quand on met la batterie, ça tourne ce petit machin, et hop, on peut mettre la batterie. Et quand on veut mettre des piles, floup, ça remonte, et hop, on peut mettre des piles dedans. Oh là là, excellent ça. Excellent. Bah, on va essayer de le faire fonctionner. Ah non, ça, je croyais qu'il y avait un petit cran, parce que d'habitude il y a un petit clip qui retient la batterie, donc hop, on va quand même essayer d'allumer, mais a priori il n'y a aucune chance que ça marche, la batterie doit être morte, et quand je dis morte, je veux pas dire déchargée, je veux dire elle doit être carrément morte, donc hop, allez, on sort la batterie, allez, tac, je vais aller chercher 2 piles, et on va voir si ce truc marche encore, on va aussi regarder s'il y a une memory stick dedans, ouais, il y en a déjà une, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher une. Lock désactivé, 16 mégaoctets, oui, c'était pas la même époque que maintenant. Le plastique est de qualité, franchement. On se rend compte à quel point on se fout de notre gueule maintenant de nos jours avec certains trucs, notamment avec la qualité du plastique dans certains objets que nous dit comme étant durables. Quand on voit à quel point autrefois on avait du putain de plastique, quoi, et que maintenant on a cette espèce de plastique tout mou qu'on a peur que ça nous reste dans les mains, peu importe ce qu'on fasse avec. Alors me voilà avec 4 piles, j'en ai ramené 2 de Duracell et 2 autres de chez Varta au cas où il y a quelques problèmes, on va dire. Donc a priori, il suffit de faire ça, voilà. Et oh là là, mais c'est une super idée le fait de pouvoir avoir le truc batterie qui fait aussi pile. Donc vérifions s'il fonctionne. Hop, il s'allume en tout cas. Oh, le tout petit écran a fait juste bling et ça s'est rééteint. Oh. Peut-être que mes piles sont pas assez chargées, ou peut-être que ce truc-là, enfin chargées, ce sont pas des piles rechargeables, hein, mais elles sont mortes, quoi, mes piles, ou peut-être que c'est tout simplement que ce truc-là ne marche plus. Donc on va essayer avec ceux-là. Normalement, ce sont des piles que j'ai testées comme étant fonctionnelles, hein, donc si ça ne marche plus, c'est étonnant. Donc bling. Oula. Ouais, non, visiblement, il ne marche plus, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, bah tant pis, hein, tant pis. Mais en tout cas, ce truc-là, franchement, était bien foutu pour l'époque. Bon, faut dire en même temps que à l'époque, c'était les tout débuts du numérique, donc c'est normal d'avoir un tout petit écran comme ça et d'avoir une qualité pourrie, hein, parce que s'il marchait, on aurait très certainement le même résultat qu'avec un Sony aussi que j'avais testé il y a très très longtemps en vidéo, là, dans un autre colis de fan, quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ben voilà, c'est peut-être un problème de memory stick, le fait que ça démarre pas. Tant pis, trop tard. C'est de la même génération, on voit ça au code couleur et tout ça, c'est la même époque Sony, on va dire. Et donc, ben voilà, il y a des chances que ce soit à peu près la même qualité. C'est-à-dire que pour l'époque, c'était vraiment bien, même si maintenant, de nos jours, les couleurs peuvent paraître un peu pastel, enfin, et puis la qualité peut paraître un petit peu bruitée, etc. En fait, c'est un petit peu le VHS de la photo numérique, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça a beaucoup de charme, mais malheureusement, ça manque en précision, quoi, par rapport à ce qu'il y a maintenant, quoi. Même si franchement c'est regardable, hein. À l'époque c'était vraiment bien, c'était 2,1 mégapixels, mais il est rentabilisé à peu près convenablement leur mégapixels, hein. C'est pas comme maintenant où ils te mettent des fois des trucs
abracadabrant au nombre de mégapixels, et au final, c'est pas meilleur que certains des meilleurs 5 mégapixels qui existaient autrefois, quoi. Bon, donc maintenant, rigolons un petit peu, essayons de voir ce que donne ce truc, l'espèce de graveur d'étiquette, là, on va appeler ça comme ça, un graveur DVD d'étiquette. Je sais pas si je vais réussir à le faire fonctionner, parce que c'est peut-être encore un autre truc cassé. J'ai vraiment l'impression que ce colis contient énormément de choses HS, hein, Oups, il y a peut-être rien qui marche d'ailleurs dans ce colis, hein. C'est pas grave de toute façon, parce que ce n'est pas le but des colis de fans. Le but, c'est de voir des objets qui soient cassés ou pas, que l'on n'a pas encore déjà vu. Donc, est-ce que ça marche? Ouf. Bloc d'alimentation et tu HS. Il se passe rien du tout. Est-ce que c'est un faux contact? Rien. Est-ce que t'as besoin d'être relié au secteur et en même temps à un ordinateur pour rien que faire fonctionner la fonction du bouton éjecte? Ça par contre ça m'étonnerait. Bon, je sais pas, il ne marche plus ce truc là a priori, enfin en tout cas a priori, à moins que ce soit juste le bloc d'Alim qui marche plus. Il a pas de voyant donc on peut pas le savoir. Donc oui, d'ailleurs ce qui me fait marrer, c'est que il y a certaines personnes qui disent ah génial, ce bloc d'Alim il a l'air d'être de meilleure qualité parce qu'ils ont mis un voyant dessus. En parlant de bloc d'Alim, vous savez, complètement chinois tout pourri et compagnie, vous savez, le genre de truc qu'on trouve sur eBay qui est même pas aux normes françaises. Mais en réalité, s'ils mettent un voyant dessus, c'est justement parce que ça coûte moins cher de mettre un voyant dessus que de vérifier une par une que les Alim fonctionnent. Non, c'est pas une blague, ils mettent réellement le voyant pour ça, c'est juste pour voir si l'Alim fonctionne encore, parce que ces Alim sont tellement pourris qu'au final, voilà. Donc bon, là, ce coup-ci, c'est une Alim qui a pas de voyant, et c'est dommage, parce que ça nous arrange pas. On peut pas savoir rapidement si c'est l'Alim ou si c'est le reste de la machine qui déconne. Donc, combien c'est de volts? 23? Allez, hop. Donc, regardons. Bon, c'est pas grave si on inverse la polarité, hein. Parce que bon, ça mettra moins quelque chose au lieu de mettre un truc positif. Ça met 20 volts. Tiens, le plus est au... tiens, c'est marrant. Moi qui voulais pas inverser la polarité pour une fois, je me rends compte que le plus est au centre sur ce truc. Bon bah tant mieux. Alors 20 volts, virgule quelque chose au lieu de 23, mais je pense pas que ça soit suffisant pour gêner, à moins que en charge ça dégringole un max. Bon bah ouais, d'accord. Difficile à dire si ça marche encore et si ça vient du bloc d'alimentation que ça marche plus ou d'autres choses. Aspect positif, le bloc d'alimentation essaye encore de donner une tension, donc je dirais que c'est plutôt de ce côté-là que ça déconne, même si franchement si la tension est trop dégueulasse ou si la tension chute complètement dès que c'est branché dessus, et bon, je peux pas le savoir sans souder des fils quelque part ou en faisant je sais pas quoi, en démontant la machine. Je pense que je vais pas le faire maintenant, surtout que j'ai pas forcément besoin d'une imprimante à une imprimante à CD. Surtout que pour trouver le pilote pour ce truc-là, il va falloir se lever tôt, hein, parce que je sais pas de quand ça date, mais habituellement ce genre de trucs qui sont extrêmement exotiques, comme on dit, c'est-à-dire du matériel peu commun, surtout qu'une imprimante classique, il y en a beaucoup qui impriment aussi les CD, donc voilà, ça fait un matériel plus commun qui fait aussi cette fonction-là. Bah, tout ce qui est matériel peu commun, comme ce truc-là, habituellement les pilotes, vous savez, c'est le genre de truc, le constructeur en a vendu genre 12, et donc dès qu'il y a une nouvelle version de Windows qui sort, ils se disent, oh, puis zut, hein, c'est pas pour les 3 clients qu'on va perdre parce qu'on n'a pas mis à jour le pilote de ce truc-là qu'on va qu'on va perdre au plus d'argent en développant un pilote qu'on en a gagné en vendant tout le stock de cette espèce de grosse merde. Mais bon, enfin bon, je dis cette espèce de grosse merde, peut-être que ça marche très bien, mais le concept c'est juste que voilà quoi, c'est quand même un graveur d'étiquette pour CD, quoi. C'est tellement spécifique, surtout que je vous ai montré il y a pas longtemps qu'il y avait des imprimantes qui faisaient ça sans problème, qui sont des imprimantes qui font aussi imprimantes standard. Alors pourquoi acheter 2 machins si un seul truc fait le job? Eh bien oui, voilà, donc ça c'est vraiment un truc, même si ça marche très bien, on peut pas forcément dire, à moins qu'on en ait une très grande utilité, genre on est Monsieur Bootleg, c'est-à-dire le gars qui te vend au coin de la rue des CD gravés, surtout que ce genre de truc ça existe plus vraiment avec le piratage maintenant,
plus vraiment besoin d'acheter des CD pirates, quoi. Donc bon, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà, à moins de s'appeler Monsieur Bootleg, quoi, c'est pas forcément très utile d'avoir une machine dédiée à ça, quoi. Surtout que doit y avoir dedans des petites cartouches d'encre minuscules qu'on voit un peu à travers, hein, si on regarde bien là. Ah, tiens, en plus ça bouge tout seul le chariot, voilà, bon, c'est génial. Donc oui, toutes petites cartouches d'encre très spécifiques qu'on trouve très certainement plus. Donc voilà, bon bah je pense que je peux arrêter la vidéo là. Bien entendu, comme d'habitude avec ces trucs là, je les stocke dans un coin, puis ensuite je teste un par un s'ils fonctionnent bien un de ces jours. Je ferai ça, bon, je sais pas quand, hein, on verra bien. J'ai déjà fait ça pour tous les anciens colis de fans, pour information, jusque-là, pour tout ce qui est pièces informatiques et tout. Et ensuite, si ça m'inspire des vidéos, genre par exemple la vidéo du raid, tiens, il y a un musée qui est en train de passer par là, ou un moucheron, je sais pas comment vous appelez ça, dans votre région. Donc bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, voilà, j'ai testeré un de ces jours, tous ces ustensiles-là, et si ça m'inspire une vidéo, eh bien j'en ferai une, un peu comme la vidéo sur tous les vieux disques durs, et disques durs de capacité trop faible pour être utile, que j'ai tous assemblés dans un seul et même ordinateur. Ça c'était un truc qui m'a été littéralement inspiré par le fait que j'étais en train de tester tous ces disques durs et que je me disais, bon sang, qu'est-ce que je vais en faire de ces disques durs? Est-ce que je leur trouverai une utilité un jour? Eh ben oui, visiblement j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, je me suis dit, si je les mets tous dans le même ordinateur, est-ce que ça fera au moins un disque dur avec des performances convenables? Eh ben résultat, oui. Donc ça m'a étonné autant que vous, hein, les performances sont convenables. Et donc, bon bref, on va pas revenir sur la précédente vidéo plus longtemps. Et je pense que je peux vous dire maintenant salut à tous et à la prochaine!